7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Et pour cette table ronde, nous avons le plaisir de recevoir Isabelle Surplis, conseillère régionale de la Loire, conseillère municipale de Saint-Chamond. Merci d'être avec nous, Isabelle Surplis. Merci Maud de votre invitation. Et Guylain Benessa, docteur en droit public, avocat, philosophe et co-auteur avec Guillaume Bigot d'un nouveau livre intitulé « On marche sur la tête » paru aux éditions L'Artilleur aujourd'hui même. Merci d'avoir accepté notre invitation, Guylain Benessa. Merci à vous, bonjour. Alors, cette table ronde est aussi l'occasion d'évoquer vos actualités et je voudrais commencer par vous, Isabelle Surplis, puisque vous faites l'objet de nombreuses menaces de mort depuis plusieurs mois. J'ai même cru comprendre que vous évitiez désormais de sortir de chez vous. Expliquez-nous ce qui se passe. Alors en fait, si on devait remonter à la genèse, ça fait 8 ans que je suis élue, femme, mère de famille, j'ai 4 enfants et que j'ai un de mes combats qui est ma lutte contre l'islam radical. Et que depuis 2016, je suis régulièrement menacée de mort, de viol, de violence. Et puis plus récemment, on a franchi un cap, puisqu'effectivement, dans l'école privée catholique Les Saintes Maries à Saint-Chamond, dans la cour de récréation, donc là on est vraiment à l'intérieur, ont été tagués un message extrêmement politique et revendiqué par les loups gris. Ah oui. En fait, ça c'est un peu nouveau ce que je vous dis, Maud, parce que on a compris hier en associant les photos, parce qu'évidemment les tags ont été, les graffitis géants ont été très vite supprimés et nettoyés, mais qu'il y avait en réalité écrit ceux qui s'attaquent aux Turcs, ceux qui s'en prennent aux Turcs, les loups gris s'en occuperont. Isabelle Surplis, on va t'égorger. Voilà, donc cette phrase au milieu de... Dans une cour de récréation. Voilà, au milieu d'autres tags anti-arméniens, évidemment, puisque là, on a une signature Les Loups Gris. Et en fait, pourquoi est-ce que mon nom est associé avec cette phrase ? Eh bien, c'est parce que depuis 2016, je m'emploie à ce que soit fermée administrativement la mosquée Mi-Igorus, mosquée turque de Saint-Chamond, puisque, comme vos auditeurs le savent sûrement, la CIMG, la Confédération islamique Mi-Igorus, eh bien, c'est une des 4 mouvances islamistes présentes en France et que c'est le bras armé d'Erdogan eh bien, sur notre territoire. Donc voilà un peu rapidement la genèse et ce pourquoi, et visiblement en France, on marche sur la tête, puisqu'il ne faudrait pas lutter contre l'islam radical. Hein. Visiblement, c'est moi le fauteur de troubles. Et aujourd'hui, je suis menacée d'égorgement. On a vraiment franchi un cap puisqu'on est dans le lexique du terrorisme, du terrorisme islamiste, hyper grave. Non, ça s'est passé lundi, donc mardi, je suis restée chez moi. Hier, j'en ai profité pour rester en famille pour le 1er mai. Aujourd'hui, je vais à la région, à Lyon. Je le dis parce que je vois pas pourquoi je le cacherais et pourquoi je rendrais plus mon programme public en tant qu'élu régional. Mais sachez que je n'ai eu aucun retour, que ce soit du ministère de l'Intérieur, de la préfecture ou des Oui, c'est ça, j'allais vous demander, parce que vous vous sentez abandonné, c'est-à-dire que personne de l'État ou de votre région même, enfin personne ne vous a contacté pour vous apporter une sécurité, enfin quelque chose... Non, en fait, je vais même vous dire, j'ai l'impression que on en parle parce que j'ai rendu la chose publique, puisque le dernier à m'avoir prévenu lundi, c'est le maire. J'ai été prévenue par les parents d'élèves, hyper choqués, qui m'ont demandé de conserver leur anonymat. J'ai été prévenue par, et je salue d'ailleurs le cabinet de Laurent Wauquiez, avant le maire. Enfin, je veux dire, c'est n'importe quoi. C'est la police qui m'a appelé en dernier, donc je leur ai expliqué que je savais déjà tout. Et dans cette même conversation, j'apprends quoi? Que cette même phrase, Isabelle Surplis, on va t'égorger, a été écrite pendant les vacances de printemps dans une école primaire publique et personne ne me prévient. Alors j'ai bien le maire qui dit on a essayé de vous appeler, mais c'est pas ça qu'il avait été convenu avec la préfecture il y a quelques années. On m'avait ouverte une adresse mail dédiée pour me prévenir à chaque fois, pour que je puisse déposer plainte. Ah oui. La personne me donne l'heure. Donc qu'est-ce que je fais? Je tweete. Ah ouais. C'est sûr que ça, ils aiment pas beaucoup. Donc j'ai activé les réseaux sociaux, les médias comme les vôtres, mainstream ou même locaux, se sont emparés de l'affaire. Et en fait, on en parle. Pourquoi? Parce que j'ai rendu l'affaire publique. C'est terrible d'en arriver là, je trouve. Ouais. Guylain Benessa, quand vous entendez ça, à quoi vous pensez? Quelle est votre réaction? Alors, j'ai une réaction locale. Moi, je suis de Strasbourg, hein, vous le savez.
et j'ai une réaction là-dessus, c'est qu'on a on a une gigantesque mosquée à Strasbourg qui a fait l'objet d'une ouvert parmi les Gorus justement, qui a fait l'objet d'un débat local il y a maintenant. Alors, je parle sous le contrôle d'Isabelle Surplis, hein, parce que là, j'ai plus les dates exactes, mais je crois que c'était un peu avant, je dirais 2019-2020, quelque chose comme ça. Il y a eu un débat à Strasbourg, et vous étiez, vous, en général, je veux dire, il était de mauvais ton de commencer à s'élever contre cela. Donc, il y a déjà 5-6 ans, hein, il était de mauvais ton de s'élever parce que Émilie Gorus c'est formidable, que ça fait partie de la question de l'intégration de la communauté turque à Strasbourg, que il faut surtout pas, comment dire, s'élever contre un pouvoir municipal. C'est une mairie verte à Strasbourg, vous le savez, de Jeanne Barzéguian qui avait largement, comment dire, soutenu l'affaire. Donc déjà, j'ai une remarque en tant que Strasbourgeois, c'est que ça, c'est pas que ça m'étonne pas, mais je me rappelle du climat qu'il y avait sur ce sujet, et qu'il était très très difficile de dialoguer calmement. Alors finalement, qu'est-ce qu'on a 5 ans plus tard? On paye quelque part de nouveau le tarif, c'est-à-dire on laisse les choses gangréner, s'installer tranquillement, et au bout on a des menaces de mort dans des écoles où finalement on a tous ces éléments qui, j'allais dire, qui de façon absolument dramatique et de façon terrible se coordonnent pour donner naissance à ces menaces claires qui sont dans une cour d'école, je veux dire, vu et au su de tout le monde, avec des autorités qui baissent à moitié les bras, et finalement des remontées tardives et des informations parcellaires. Donc, si vous voulez, c'est terrible de dire ça, mais c'est presque logique d'en arriver là, vu qu'on laisse les choses s'installer, et que, encore une fois, dans tous les territoires de France, on voit ce genre d'affaires venir, et au bout, on a ce type de situation. C'est dramatique, mais malheureusement, ça devient presque logique. Alors, on va poursuivre cet entretien, Isabelle Surplis, si vous voulez bien, juste après le bulletin d'actualité présenté par Adèle Rosner. Il est 8h. Ligne droite. Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table. Ici, c'est confortable. La table ronde. Isabelle Surplis, je vous ai coupé juste avant le bulletin d'actualité. Non, oui. Non, puis en plus, je vous ai entendu parler de cette attaque au sabre. Enfin, au sabre. Mais j'espère que les gens vont se réveiller. Et je revenais sur notre affaire Mini-Gorus, mais ce qui est tout aussi hallucinant, cher Olivier, c'est qu'en même temps qu'on nous explique que nos amis turcs sont formidables, en 2021, on a un Gérald Darmanin qui déclare que la doctrine prônée par la Confédération islamique Mini-Gorus est contraire aux valeurs de la République et que c'est un ennemi de la République. Moi, je suis une représentante de la République, je défends les valeurs de la République et je suis menacée d'être égorgée. Ouais. Et ça fait 4 jours, au moment où on se parle, c'est ça, hein, parce que les faits ont été commis ce week-end, donc c'est encore plus long que ça. Lundi, l'école a pas été fermée, tout le monde a fait court au milieu de les loups gris vont vous attaquer, Isabelle Surplis, on va t'égorger. Formidable. Donc la gestion de la crise, elle a été calamiteuse, et je le dis aujourd'hui sur votre antenne. Moi, demain, maire de Saint-Chamond, mais en plus, maire, M-E-R-E tout court. C'est-à-dire que moi, j'ai des parents d'élèves qui m'ont dit, demain, mon fils, il n'ira pas en classe. Et je leur ai dit, bah oui, je vous comprends. Donc la gestion, elle est calamiteuse. En amont, les protocoles sont plus respectés. J'ai dû faire des pieds et des mains pour que tout le monde commence un peu à réagir. En fait, la classe politique devrait être unanime. J'aurais dû crouler sous les coups de fil pour savoir comment on peut assurer ma protection. Parce que je voulais faire le marché samedi matin pour tracter... pour les européennes, je vais vous dire, je vais rien faire du tout en fait. Ouais, bien sûr. Ou alors je vais embaucher quelqu'un pour assurer ma protection, mais qu'est-ce que je fais moi maintenant? Excusez-moi, je suis toujours un peu véhémente, mais... Bah non, mais vous avez raison. Il y a un moment, il faut sortir du calme olympien de la gestion, parce que la gestion, elle n'est pas bien faite. Donc, Non, ça bien suffit. sûr. Mais comment vous expliquez cette... alors, il y a à la fois le renoncement, l'indifférence, le déni, je ne sais pas, de l'État et des autorités politiques. Et puis, de l'autre côté, ce que vous disiez, c'est que même les gens, en fait, ne sont... Enfin, je ne sais pas s'ils ne sont pas sensibilisés, j'en sais rien, mais ils ont l'air de... Soit ils ont peur, soit... moi, je vais vous dire. Ah oui, je vais vous dire, Maud. Il y a de l'électoralisme. Ça fait 10 ans que je le dis. C'est de l'électoralisme, et je vois qu'Olivier est d'accord avec moi. Fabienne Keller, elle a fait ça toute sa vie à Strasbourg. Toute sa vie. De l'électoralisme, de la trouille. Parce qu'aujourd'hui, moi, je suis une femme, une élue, une mère de famille. Je connais personne d'autre dans mon cas, donc je peux même pas m'appuyer sur un autre cas. Et j'ai que des hommes qui me disent en off, oh, vous êtes courageuse. Mais je m'en fiche qu'on me dise ça, en fait. Moi, j'ai besoin de moyens, j'ai besoin de protection fonctionnelle, j'ai besoin de protection physique, j'ai besoin qu'on utilise tous les arsenaux administratifs et judiciaires pour faire fermer cette mosquée et qu'on n'en entende plus parler, et que si les gens sont pas contents de vivre en France, ils s'en aillent, qu'on mette les imams
les imams misogynes et islamistes de Saint-Chamond dans un avion. On a réussi à le faire. On peut donc faire tout le reste. Nous disposons, les élus, les maires, les OPJ, de tout un arsenal judiciaire. Et ça, je le répète, et je le répéterai sur toutes les antennes. Nous disposons déjà de tout un arsenal judiciaire et administratif pour mettre fin à cet islamisme rampant. Voilà, comme ça, c'est clair. Guilain Benessa. Je rejoins évidemment ce qui vient d'être dit. Sur l'électoralisme déjà, ça fait quand même effectivement des années qu'on en parle et en fait on a l'impression, vous savez, on a l'impression que le poison c'est tellement instillé qu'on en parle, mais en fait vous savez, le clientélisme électoral c'est une chose simple, il faut des élus et une clientèle. Désolé de rappeler ça. Donc on a des élus qui acceptent une espèce de corruption de tous les jours et qui acceptent de le faire avec cette clientèle-là qui s'appelle l'islamisme. Donc je dis ça parce que ça paraît, le clientélisme électoral, c'est pas du tout pour contrer Isabelle Surplis, au contraire, ça veut dire que c'est on est d'accord. C'est très concret, ça veut dire qu'on a des élus qui souhaitent se faire élire et pour se faire élire, qui mettent les mains dans une machine infernale qui veut détruire la France et qui s'appelle l'islamisme. C'est pas compliqué, mais malgré tout, ça continue d'exister. Mais alors je pense, par exemple, en l'exemple de Strasbourg, mais il y aurait tant d'exemples à prendre. Ouais. Je ne dis pas du tout qu'il y a une corruption active, je prétends pas ça. Je pense que c'est bien pire encore. C'est qu'en fait, on s'imagine tellement, au niveau souvent politique, je pense, qu'une voix égale une autre, qu'un homme égale un autre, que finalement, une compromission égale une autre compromission. Au bout d'un moment, on ne se rend pas vraiment compte, je pense, que la compromission ultime, c'est précisément de favoriser, pour gagner les élections, un groupe qui n'a pas simplement, dans l'idée de renverser, à peu de frais des petites valeurs, mais qui a volonté de tuer ce qui représente la France. Donc c'est pas une compromission comme une autre, c'est presque de la haute trahison de tous les jours, quelque chose comme ça. Donc, à force de ne même plus mettre le doigt sur une espèce de haute trahison, parce que j'ai envie d'appeler, c'est pas juridique mon intervention là, c'est vraiment faut que les gens comprennent ce que ça signifie. C'est-à-dire qu'on accepte pour des raisons électorales de financer des gens qui veulent nous trucider, littéralement. Soit symboliquement, soit littéralement, soit carrément physiquement, parce que les menaces de mort veulent pas forcément dire qu'il y a mort derrière, mais ça a volonté de faire taire l'élu, de faire peur aux gens, et donc d'instiller ce poison dans la vie de tous les jours. Et ça, c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'en fait, Samuel Paty, on lui a dit la même chose. Exactement. Et le tort peut-être qu'a eu Samuel Paty, et la carence de son histoire peut-être, c'est que ça n'a pas été médiatisé. Et moi, je le fais pourquoi ? Parce que oui, bien sûr que j'ai peur pour ma vie, mais que je me dis que si c'est médiatisé, ça me file peut-être une chance pour à la fin finir mon mandat en vie. Oui, mais vous avez raison. Vous savez, ce qui est terrible avec l'affaire Paty, mais comme presque toutes les autres, c'est que à chaque fois, on recommence les mêmes discussions. Ouais. En fait, presque. Moi, je le sais parce qu'à chaque fois, je fais des plateaux, on m'invite, moi, je veux dire, pour discuter de ça, et à chaque fois, je suis un peu, vous savez, on n'a même plus envie d'en parler parce qu'on a l'impression de répéter tout le temps la même chose, c'est-à-dire, non mais attendez, on a des gens souvent en situation irrégulière, souvent avec un soutien de l'islam local, avec des positions qui sont connues, avec une hiérarchie qui savait plus ou moins, avec des flics qui un peu fermé leur gueule, avec une préfecture qui était au courant. Enfin, je vais pas continuer, on n'aurait même pas d'une table ronde suffisante pour rappeler l'historique à chaque fois. Et au bout du bout, on a des gens, déjà des gens comme vous, Isabelle, je veux dire, qui tous les jours font leur boulot et c'est juste de faire remonter l'information qui, au bout, soit sont menacés, soit finissent morts, je veux dire, littéralement. Et pourtant, on entend ça continue parce que je pense, ça c'est mon intime conviction, je pense qu'on n'a absolument pas saisi en 2024 qu'il y a des gens qui sont des ennemis par nature et pas juste par degré. Des gens qui sont rentrés dans une logique qui est de, quoi qu'il en soit, aller au bout d'une démarche qui est de nous buter, pas uniquement de faire des petits renversements. Alors là, je vous arrête. Non, parce que la CIMD, l'objectif dans la doctrine, est vision nationale, pour ceux qui nous écoutent, la Confédération islamique Migorus, ça veut dire vision nationale. Et c'est un des ministres d'Erdogan qui avait fondé ce parti. Et dans la doctrine, il est écrit que l'Occident est malade et que le seul moyen de soigner l'Occident, c'était de le convertir. Donc c'est d'abord un islam de conquête. Conquête, oui. Il faut absolument stopper. C'est un islam de taqiya, parce que la mosquée turque de Saint-Chamond a publié un communiqué de presse que je qualifie de scandaleux, qui ne nomme personne, qui ne nomme pas l'ennemi, avec des phrases dégoulinantes et extrêmement mal tournées, d'ailleurs, du point de vue de la syntaxe. Pas très étonnant. Et
Et je suis désolée, mais moi, le maire de Saint-Chamond, Axel Dugas, pour ne pas le nommer, qui fait partie de chez les Républicains, qui se plaint ce matin dans le journal Le Progrès que je lui tape dessus, ben, il a pas fini que je lui tape dessus, parce qu'il est encore allé boire le thé, et il Voilà. s'est affiché le 19 février dans la mosquée turque Migorus. Alors, soit c'est de l'ignorance crasse, Maud et Olivier, j'aimerais avoir votre avis, soit c'est de l'ignorance crasse, soit c'est de la compromission. Mais à un moment donné, voilà, depuis 2016, je dis les choses, ça peut pas être de l'ignorance. Alors, ouais, Guilain Benessa, vous voulez réagir? Oui, mais alors, sur l'affaire Miligorus, encore une fois, j'ai plus les dates exactes, mais je sais qu'à Strasbourg, la mairie de Roland-Ris a longtemps, je veux dire, fricoté avec Miligorus, enfin, avec la communauté turque en général. Ça, c'est logique parce qu'on a beaucoup de Turcs à Strasbourg, qu'il y a des élections municipales et qu'à chaque fois, évidemment, chacun fait son marché. Mais sur la question Miligorus, c'est vrai que moi, je me rappelle, encore une fois, je n'ai pas les tenants exacts et les détails de l'affaire, mais il y avait eu la même, comment dire, proximité entre le politique et Miligorus pour la construction de cette mosquée, eu égard aux municipales qui sont arrivées en 2020 pendant le Covid, que les Verts ont remporté, enfin l'alliance de gauche-vert a remporté à Strasbourg, c'est exactement ce type de compromission avec boire le thé, donner un petit coup de main de subvention, s'entendre plus ou moins avec l'idée qu'au bout, la communauté turque soit un petit peu séduite par le politique et que Miligorus fasse le lien entre d'un côté les politiques et de l'autre côté les gens qui fréquentent une immense mosquée qu'on nous avons maintenant dans la périphérie de Strasbourg, je veux dire à 2 pas de Neudorf, qui est vraiment une immense mosquée qui a été construite. Donc c'est le même type vous voyez, de petites compromissions qui aboutissent parfois au pire. Je suis tout à fait d'accord. Un complexe islamique. Oui, absolument. Alors, je vous propose de traiter plusieurs sujets. En fait, on a beaucoup parlé du premier, mais on a eu tout à fait raison et c'est très bien. Alors, des sujets d'actualité, la plupart ne seront pas très éloignés de celui qu'on vient d'évoquer. On parlera évidemment des européennes dans un instant, mais d'abord, assez rapidement, la montée de la violence chez les jeunes. Inutile de vous rappeler ce qui s'est passé avec Crépol, ce qui s'est passé avec Philippe et aujourd'hui ce qui s'est passé avec Mathis. Alors, j'avais demandé d'où vient le problème. Je pense qu'on l'a même assez suffisamment traité. Guilain Benessa, on voit aujourd'hui que ça touche même les villages, les villes moyennes. C'est une délinquance qui devient rapidement criminelle. Comment vous l'expliquez, ça ? Je pense que l'effet de contagion et la propagation est inarrêtable. C'est-à-dire que le phénomène... Je vais répondre... Vous allez penser que je passe du coq à l'âne, mais je ne crois pas du tout. En relisant le dernier bouquin de Jérôme Fourquet, vous savez, sur des questions de politique, d'implantation et de sociologie électorale, Ouais. vous allez croire mais je vous assure que c'est la même chose. Fourquet montre très très bien que son analyse est limpide, qu'il y a un effet de capillarité sur la question électorale. C'est-à-dire que plus on avance dans le temps, plus vous savez, il y a des effets de petite propagation où, en fait, en gros, un électeur du RN qui habitait à 5 km de Paris, il y en a de plus en plus à 10 km, puis à 15 km, puis à 20 km. C'est-à-dire que plus on s'éloigne, plus il y a un renforcement de la base électorale du RN. Pourquoi je dis ça ? On peut prendre ça de n'importe quel parti. Hein. Il y a vraiment des effets de capillarité. Parce que je pense que sur la question de la violence, on a ce même genre d'effet de capillarité. C'est-à-dire que petit à petit, la gangrène prend. Les phénomènes qu'on voit apparaître dans des grandes villes apparaissent dans des villes moyennes, dans des petites villes, en périphérie, etc. Et petit à petit, cet effet de contagion, de capillarité, de proximité géographique se produit et on est sidéré au bout parce qu'on ne voit pas, vous savez, la chaîne globale. On ne se rend pas compte qu'il y a presque une logique, je veux dire, une partition du territoire, un effet de contagion du territoire, alors que c'est presque logique si on le voit d'un point de vue d'une progression potentielle ou progressive. Donc les affaires comme Crépol, par exemple, sont le résultat d'une violence, d'une ultra-violence qui, contaminée à la base des villes, des grandes villes ou des villes moyennes et qui petit à petit rejaillit parce que les questions de communauté, les questions de conflit, ces questions-là se posent dans des territoires qui étaient jusque-là épargnés. Mais on se rend compte que petit à petit, il n'y a plus vraiment de territoire épargné et qu'il y en aura certainement de moins en moins si on continue comme ça. Isabelle Surplis, ouais, vous êtes à Saint-Chamond, c'est combien d'habitants ? 35 000 à peu près ? C'est un peu plus de 35 000 et en fait c'est assez marrant parce qu'on a chacun un point de vue complémentaire avec Olivier. Moi je vais avoir le point de vue élu local, c'est-à-dire la politique de la ville. Isabelle, c'est Guilain, mais c'est pas grave. Pardon. C'est pas grave du tout. Je me suis dit que je vais quand même mais je vous en prie. Non mais il fallait quand même. Mais merci. Ouais, ça Mais reste. je vous en prie. C'est ça qui est bien. Ça vous va bien, Olivier, Guilain. Oh, oui. Franchement, oui. Donc Guilain, moi je vais vous apporter mon point de vue d'élu local sur les politiques qui sont menées et l'argent public qui a été déversé. En réalité, on a acheté la paix sociale et la problématique des logements sociaux en est une énorme.
Parce qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des communes qui sont carrément pénalisées par l'État parce qu'il n'y a pas assez de logements sociaux. On va aller imposer un flux d'une population qui est issue de l'immigration. Je pense qu'il faut arrêter de se cacher derrière son petit doigt. On le sait, on le voit. Moi, je les rencontre au quotidien. Hmm. Donc, et tous les gens issus de l'immigration n'ont pas envie de fracasser les valeurs de la République, hein, on est bien d'accord. Il y a une partie qui veulent s'intégrer. Mais nous avons été noyés aussi par la quantité. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que maintenant, par capillarité, il y a des groupes violents issus de la deuxième, troisième génération d'immigration? Bah, parce qu'en fait, on en a accueilli trop et qu'on a un rapport numéraire et que le débat sur les européennes, il est civilisationnel. À bout d'un moment, les chiffres ne trompent plus. Comment ferons-nous, enfin moi je pose la question aux plus hautes instances de l'État, comment allons-nous faire quand, en termes de nombre, pas les fauteurs de troubles, mais les personnes qui détestent la France seront plus nombreuses que nous? Que va-t-il se passer? Le grand bouleversement, le grand remplacement, il est déjà en cours. Mais une fois que numériquement c'est fait, Jean-Marie Le Pen, il y a 40 ans, qu'est-ce qu'il disait? Il avait raison trop tôt. Et quand vous avez raison trop tôt, vous avez tort pour les gens. Il disait, vous verrez qu'un jour, on va demander à vos filles de vous voiler et de changer vestimentaire. Qu'est-ce qu'il était en train de dire? Il était en train de parler de la charia vestimentaire. Et qu'est-ce qui s'est passé ces derniers jours dans cette actualité sanglante absolument infecte? C'est de la charia alimentaire, c'est de la charia comportementale, c'est de la charia alimentaire. Oui, le Premier ministre emploie lui-même ce terme maintenant. Ça, c'est une victoire des idées. Moi, je vais vous dire. Mais juridiquement, politiquement, il n'y a rien à faire, en fait. C'est ce que... Guilain Benessa, oui, allez-y. On reste sur le sujet, mais je pense que j'ai jamais eu l'occasion à votre antenne d'en parler, je crois. Pendant des années, je faisais cours pour quelque chose de très, très simple, hein, très clair, qui montre bien la grande bascule. Pendant des années, je faisais cours dans un diplôme universitaire qui a vocation à former, en tout cas aider, parce qu'on peut pas, je sais bien qu'il y a pas d'attestation en la matière, un diplôme universitaire dispensé à l'université de Strasbourg qui servait à aider à la formation, notamment des gens destinés à devenir imams. Là, je vous parle d'un temps qui est beaucoup plus ancien qu'actuellement, c'est-à-dire en 2017, 2018, 2019. Ce diplôme universitaire, moi j'ai connu ça, j'étais enseignant là-dedans, j'avais passé mon doctorat, je faisais des cours, et je voyais, et une année, c'était assez fascinant, je voyais que vous veniez en cours, il y avait d'un côté les hommes, de l'autre côté les femmes, qu'il n'y avait pas de possibilité de marier tout ça, sans mauvais jeu de mots, et qu'en fait la séparation était géographique et claire. À une époque, je précise, j'enseignais entre, je sais plus exactement, 2013, 2018, quelque chose comme ça, à une époque où, je vous parle même pas de Charlie, c'était avant ça, c'est-à-dire à un moment qui était encore préhistorique par rapport au débat qu'on a eu par la suite. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ce DU a fermé, diplôme universitaire, il a fermé parce qu'en réalité, il a été concurrencé par un diplôme local donné par une autre faculté qui permettait d'avoir un diplôme, on va dire, de la même nature, sans venir en cours, c'est-à-dire en distanciel. Pourquoi je dis ça? Parce que ça veut dire que, vous voyez bien, on préfère délivrer des diplômes simples à des gens qui n'ont même pas besoin de fréquenter le vulgum-pecus français, c'est-à-dire l'étudiant, le petit blanc ou le petit immigré d'ailleurs qui s'intègre bien, qui vient en cours, etc. On dit aux gens, restez chez vous, vous aurez le même diplôme sans même avoir besoin de vous frayer avec les Français qui vont en cours. Résultat des courses, le diplôme en distanciel a connu un boom en termes de cotisation, d'inscription en septembre, et le diplôme où vous deviez venir en cours pour l'obtenir, il est mort de sa belle mort, c'est-à-dire que les gens ne venaient plus. Ils ne voulaient plus fréquenter un tel diplôme. Je pense que tout est dit de notre façon de gérer à la française. On distribue des diplômes à des gens qui ne viennent plus en cours parce que ça leur facilite la vie, pour ne même pas avoir besoin d'ouvrir les portes de l'université, de s'installer en cours, d'avoir besoin de partager des valeurs avec des étudiants et donc de s'intégrer dans l'université française. Et cet effet-là, à mon avis, on l'a vu dans tous les domaines, petit à petit, et au bout du compte, on a ce qui se produit actuellement. Alors, je propose de continuer, on passe un peu du coq à l'âne, mais avec les manifestations du 1er mai, grand rendez-vous des syndicats et des partis de gauche, sauf pour Raphaël Glucksmann, candidat du PS aux européennes, qui s'est vu violemment refuser l'accès à l'une de ces manifestations, notamment de la part des manifestants pro-Palestine. Comment vous analysez cette séquence, Guilain Benessa? Alors, j'ai peu suivi, j'avoue, l'affaire Raphaël Glucksmann. J'ai évidemment jeté un œil hier.
je pense qu'on est exactement dans le problème de la gauche d'aujourd'hui, c'est-à-dire les européennes, là, avec Raphaël Glucksmann. Hein. Ouais. On a un candidat, Raphaël Glucksmann, qui est... Vous savez, cette jolie phrase qu'il avait il y a quelques années, Glucksmann disait « Je me sens mieux à New York qu'en Picardie à Amiens ». Ah oui, Oui, exact. Oui, c'est-à-dire qu'il avait cette phrase qui est très représentative, c'est-à-dire il est le représentant parfait d'une France, on va dire, c'est un peu caricatural, mais des élites mondialisées, c'est-à-dire je parle anglais, je me sens comme un poisson dans l'eau. La ville-monde, la ville. Voilà, exactement, l'homme de la ville-monde, c'est même pas une critique, c'est qu'il il est finalement, les Européennes l'intéressent, le monde l'intéresse, mais la Picardie, vous savez, cette obscure région française dans laquelle il est né, ça l'intéresse moins. Donc, mais comme par hasard, l'homme de la ville-monde se fait reprendre par les hommes de la Palestine en France. C'est-à-dire, il y a quelque part le camp de l'ancrage, j'allais dire, islamiste d'une partie de la gauche qui s'est vendue depuis quelques années et qui aujourd'hui est LFiste largement, n'aime pas tellement l'homme de la ville-monde parce que l'homme de la ville-monde, il n'a pas d'ancrage de cette nature. Il ne défend pas une cause de cette nature. Et quelque part, on a d'un côté la déterritorialisation de l'homme de la mondialisation et de la gauche, vous savez, de l'universalisme facile, on est tous frères, on est tous amis et on va tous s'aimer dans un grand bastion européen qui ressemble à une auberge espagnole. Raphaël Glucksmann, contre une gauche qui cherche des causes radicales, voire même des causes islamistes, en tout cas des causes très discutables, qui sait qu'elle a presque des nouveaux ennemis, des nouveaux amis et des luttes idéologiques très marquées. Et comme par hasard, ces hommes de la gauche d'hier qui se voulaient universalistes et gentillets se font reprendre par l'arsenal de la gauche extrêmement violente qui est phagocytée par, je veux dire, par le nouvel islamisme. On est à Saint-Étienne, hein. On est à Saint-Étienne. Ouais, Saint-Étienne. Oui. On est à Absolument. Saint-Étienne, c'est-à-dire que moi, autant je condamne qu'on puisse évidemment s'en prendre à un élu, autant je trouve que en fait la situation, elle a été révélatrice. Il vient à Saint-Étienne et cette commune, en fait, enfin cette commune, c'est un peu la capitale de la Loire, hein, capitale des Verts. En fait, elle est tellement gangrénée par la gauche et par cette idéologie du ville-monde que même la gauche se fait taper par la gauche. Finalement, c'est juste ce qu'on va retenir. C'est-à-dire qu'il aurait dû être prophète dans son pays, et même lui, en fait, se fait cracher dessus. Donc, je me demande, moi j'ai vu titrer ce matin là, dans la presse locale les manifestations du 1er mai encore émaillées de violence. Alors, déjà, le terme encore n'aurait jamais dû se retrouver dans ce titre. Le Progrès aurait dû d'abord condamner qu'une énième fois, en fait, on s'habitue. Et les journalistes participent à ça un peu, selon du bord duquel ils sont et selon à quelle hauteur ils sont subventionnés. Mais encore émaillé de violence, c'est pas normal, on devrait condamner ces violences. Et deux, il s'est passé quoi en fait? Il s'est passé que la gauche a attaqué la gauche. Bon, moi je vais vous dire quelque chose à tous les deux. Moi je les laisse faire. Ils nous ont pourri Saint-Étienne. D'accord? Ils nous ont volé Saint-Étienne en 10-15 ans. Moi j'ai épousé un Stéphanois pour ne rien vous cacher. Mais en 10-15 ans, j'ai vu la ville changer. S'il y a bien un endroit dans lequel je ne peux plus me promener seule, même sans être Isabelle Surplis, c'est Saint-Étienne. Donc, ils sont en train de voir par eux-mêmes, et je remercie Raphaël Glucksmann d'être venu, de voir à quel point leur idéologie de la ville-monde est infecte, pourrie, invivable au quotidien. Donc, merci. Très bien qu'ils soient venus. Isabelle Surplis qui dit Palestine, pro-Palestine, dit Sciences Po. Je ne pensais jamais faire ce lien, mais il y a eu cette mobilisation devant Sciences Po Paris, puis il y a eu cet accord entre les manifestants et la direction. François-Xavier Bellamy parle d'un accord de la honte. La direction de Sciences Po aurait-elle dû être plus ferme, Isabelle Surplis? La direction de Sciences Po, de toute façon, elle déraille depuis des années. Nous, on l'a vu avec Sciences Po Grenoble. Je reviens toujours au local parce que c'est ce que je sais de mieux. Mais quand Laurent Wauquiez avait suspendu les subventions à Sciences Po Grenoble, ce ne sont plus des universités où on apprend, ce ne sont plus des havres de paix où on enseigne, ce sont plus des havres de savoir, ce sont des tribunes politiques. Donc moi, j'en ai assez que mon argent, notre argent, à tous les trois et à tous ceux qui nous écoutent, que nos impôts financent des combats politiques. Moi, je pensais qu'au début, sciences politiques, c'était pour faire des têtes bien pleines et bien faites. Donc, je fais un point de recul, si vous voulez, parce qu'à chaque fois qu'on parle des conflits israélo-palestiniens, on ne peut plus mettre de mesures, on ne peut plus mettre de nuances. Je suis allée en Terre Sainte l'année dernière, donc je pourrais tenir 1 heure sur le sujet
Mais j'ai bien compris que c'était pas le lieu, hein, mais on pourra en reparler. Bien sûr. Mais les directions des établissements où on enseigne sont de toute manière responsables de ce qui se passe à chaque fois. Mm. Et quand il y a des dérapages ou des choses comme ça, eh bien moi je dis toujours, hein, c'est la faute de la direction et c'est la tête d'un établissement qui doit donner le cap. Moi je leur demande, je leur en supplie, enseignez, d'accord, et je demande aux élèves, apprenez. Voilà. Ouais. Et laissez aux grands ce débat-là. Alors, il nous reste vraiment 30 secondes, Guillaume Benessa. Je suis désolée, j'aurais aimé avoir le temps d'évoquer votre livre. Est-ce que vous pouvez nous en parler un instant et puis on vous réinvitera pour en parler beaucoup plus longuement avec Guillaume Bigot? Bah écoutez, c'est très simple. On a Guillaume Bigot et moi-même, on s'est rejoints sur un constat. C'est le titre de mon livre. On marche sur la tête. Alors évidemment, qui fait écho au slogan actuel, mais l'objectif pour nous, et je pense que le bouquin rend justice à ça, c'était de montrer que contrairement à ce qu'on entend à droite à gauche, l'Europe n'a pas déraillé. L'Europe n'a pas mal tourné. L'Europe n'a pas mal viré. C'est que l'Union européenne, depuis très longtemps, en fait, a dans son code génétique tout ce qu'il faut pour mettre en place les absurdités qui se retournent contre nous, qu'elles soient du point de vue de l'immigration, du point de vue des retraites, du point de vue du social, du point de vue du droit, du point de vue de l'islam, etc. On a conçu une bécane qui est en train de nous amener vers l'abîme. Et souvent, on pense qu'il faut rectifier, donner un petit coup de volant. Et nous, on voulait dire absolument pas. Parce que depuis le début, l'absurdité, elle est presque son code génétique. Donc, il faut remettre l'église au milieu du village. Sinon, on va voter et on s'intéresse à l'Europe avec des informations qui sont à chaque fois parcellaires, un peu rassurantes et surtout largement fausses. Donc, il fallait démystifier, mettre un gros coup de sabot et y aller franchement. Donc, voilà, c'est un petit livre en forme d'explication colérique, quelque chose comme ça. Très bien, mais écoutez, en tout cas, Isabelle Surplis, je crois, va l'acheter aujourd'hui même. Ouais, bravo. J'espère qu'on remet l'église au milieu du village au sens propre et figuré, chérie. On essaye. On l'espère tous. Guillaume. Bon, en tout cas, on organisera une émission pour parler de votre livre. Je rappelle, On marche sur la tête, paru aux éditions L'Artilleur aujourd'hui. Merci beaucoup, Guilain Benessa, d'avoir accepté notre invitation. Merci, Isabelle Surplis. Bon courage, surtout. J'espère que votre appel passera, sera entendu et qu'il y aura des conséquences positives après tout cela. Merci.